Mes chers amis, mes premiers mots seront d'abord pour dire à Jean-François Copé combien on a été fiers de lui hier à la télévision. Mes chers amis, merci de votre amitié, merci de votre soutien. Je voudrais, comme je le fais toujours dans cette campagne, vous parler avec sincérité, vous parler en liberté du choix absolument décisif que chaque Français aura à faire dans 2 mois pour notre pays. Nous sortons de 4 années de crise, comme jamais le monde n'en avait connu. Et durant ces 4 années, j'ai tout fait pour essayer de protéger la France, pour que la France tienne, pour qu'elle ne soit pas emportée, comme ont été emportés des grands pays à côté de chez nous, en Europe, et que vous ne connaissiez pas les souffrances que les Grecs, que les Espagnols, que les Irlandais, que les Portugais ont eu à affronter. Mais aujourd'hui, où la crise financière vient d'être surmontée, avec quelles difficultés? Il faut s'attaquer à la crise économique et se poser la question de savoir comment notre pays peut s'inscrire dans le monde nouveau qui s'annonce devant nous. La clé de tout, l'axe central du projet qui doit être le nôtre, c'est un mot qui s'appelle le mot travail. Reconnaître le travail, considérer le travail, récompenser le travail, comprendre le travail. C'est la clé. C'est la clé pour vos familles, c'est la clé pour vos enfants, c'est la clé pour vous-même, c'est la clé pour notre pays. La première différence entre notre projet et le leur, c'est que nous croyons au travail et que nous affirmons une idée centrale de notre projet. Jamais, dans aucune situation, à aucun moment, celui qui travaille, qui cotise, ne doit gagner moins que celui qui ne travaille pas et celui qui ne cotise pas. Jamais. La question centrale de la compétitivité de la France, du travail des Français, de la possibilité pour les entreprises françaises de continuer à produire en France, repose là sur la façon dont nous considérons le travail et dont nous le récompenserons. Je sais d'expérience, après avoir été votre président pendant 5 ans, que les Français n'aiment pas l'injustice et qu'il y a des injustices qui les ont scandalisés. Les Français n'aiment pas la rémunération extravagante du spéculateur. Les Français ont été choqués par les rémunérations honteuses dans la finance. Mais les Français me disent aussi, combattre l'injustice, c'est combattre également l'injustice de la fraude, des fraudeurs, des tricheurs, des truqueurs, de ceux qui profitent d'allocations sans rendre à la société ce que la société leur donne. Il est un deuxième mot central dans le projet politique qui est le nôtre. C'est celui de responsabilité. Et je vais en parler plus particulièrement à Meaux, avec le travail remarquable qui a été fait dans nos quartiers. J'ai eu l'occasion, l'autre jour à la télévision, de dire à un jeune de quartier, arrêtez de vous plaindre et pensez de temps en temps à remercier la République et remercier la France de ce qu'elle fait pour vos enfants. Non,
La société n'est pas responsable de tout. On est soi-même responsable aussi de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Il a été engagé dans notre pays un plan de rénovation urbaine extraordinaire. Ce fut une idée de Jean-Louis Borloo que nous avons mis en œuvre. Il n'y a pas un pays au monde qui a engagé le même montant d'investissement pour ces quartiers que ce qu'a fait la France. Pas un. Tout n'a pas été parfait. Mais j'entends qu'on reconnaisse à la République française sa générosité et son ouverture et qu'on arrête de culpabiliser la France alors qu'elle ne le mérite pas. 45 milliards d'euros, 25 déjà dépensés. Nous poursuivrons cette politique, car on ne peut pas être un citoyen quand on vit dans des conditions insalubres. Nous poursuivrons cette politique, parce que dans nos quartiers, il y a une jeunesse de France qui est un atout, dont nous n'avons pas peur, à qui nous voulons donner sa chance. Et cette jeunesse de France, je veux lui dire qu'on va continuer, qu'on fera un deuxième plan de rénovation urbaine, que certainement on concentrera ces nouveaux moyens, 15 à 20 milliards d'euros, sur les quartiers qui en ont le plus besoin. Car il ne faut pas trop dissimuler. Si tout le monde a besoin, alors il n'y a plus de priorité. Et s'il n'y a plus de priorité, on distribue. On ne crée pas une politique. Mais ce que je souhaite également, c'est que chacun comprenne qu'on va changer un certain nombre de choses, notamment dans nos écoles. D'abord, dans nos quartiers, il doit bien être clair que l'école est un droit, mais que l'école est obligatoire. Sur le territoire de la République française, on va à l'école. Ce n'est pas un choix, c'est un droit et un devoir. J'avais fait scandale, on se demande bien pourquoi, en demandant que soient suspendues les allocations familiales pour les familles qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. On m'a accusé de stigmatiser. Bien sûr. Vous savez, la différence entre nous et certains autres, c'est que les autres, quand ils vont à la télévision, ils y vont avec un petit miroir. Et ils sont tellement contents de se regarder. Parfois, j'ai tendance à leur dire, j'avais envie de leur dire, le spectacle vous plaît? Ils se regardent. C'est pas à vous qui parle, peuple de France, c'est à eux qui parlent. C'est pas à vous qui pensent, peuple de France, c'est à eux qui pensent, à leur image. Je souhaite que tous les enfants aillent à l'école. Depuis que nous avons engagé cette politique, les absentéistes, 33 000, sont revenus à l'école. Nous n'avons eu à supprimer que 171 allocations familiales. Je veux que désormais, les enseignants des écoles de quartier soient volontaires et qu'ils soient rémunérés, parce que c'est plus difficile, mieux rémunérés. Je veux qu'au lieu de mettre les plus jeunes professeurs, on mette les plus expérimentés. Je veux qu'ils aient du temps, après les heures de cours, pour rencontrer les familles, discuter avec les enfants, aider ceux qui ont des problèmes à faire leurs devoirs. Je veux que le moment de l'inscription de l'enfant à l'école soit un moment solennel où toutes les familles soient obligées de rencontrer le professeur qui va enseigner à leurs enfants. Je veux que dans nos écoles, il y ait un bureau pour que les professeurs, après les cours, puissent recevoir les familles, évoquer les problèmes, régler les problèmes. Je veux qu'il y ait des études dirigées. Je souhaite que l'école de la République retrouve le rôle central qui est le sien au cœur de la République. Au fond, ce que je souhaite dans cette campagne, c'est parler des problèmes des Français, apporter des réponses aux problèmes des Français. Alors je vois que j'ai un concurrent. Attendez la suite.
qui a vraiment compris quelles étaient les questions que vous vous posiez. Il a dû rencontrer beaucoup des Français parce qu'il a vu que la question qui vous taraudait, la plus importante, la présence du mot race dans le préambule de 1946. Il a dû souvent dans la rue être arrêté par des gens. Monsieur, c'est un problème. Ne laissez pas le mot race dans le préambule de 1946. Monsieur, peu importe le chômage, peu importe l'école, peu importe le logement, peu importe le pouvoir d'achat. Mais monsieur, le mot race dans le préambule de 1946, ça c'est un problème. Il en faut de l'expérience pour trouver ça. Il en faut de l'originalité. Alors voilà que je ne m'en suis pas occupé depuis 2 jours, qu'il a trouvé un nouveau mot qui le choque. C'est le mot zone. De plus en plus fort. Voilà donc qu'en 2012, le projet qu'il propose à la France, faire la guerre au dictionnaire. Alors écoutez-moi bien, car vous n'y avez pas pensé. En supprimant le mot race, on va supprimer le racisme. En supprimant le mot zone, on va supprimer les injustices. Alors je lui propose une idée nouvelle. Supprimons le mot chômage, comme ça il n'y aura plus de chômeurs. Il en faut du talent. D'après vous, est-ce qu'il en a encore d'autres à nous proposer? Je vais vous dire une chose, je pense l'exact contraire. Le mot race appartient à un texte sacré à mes yeux. Le préambule de 46, pourquoi il est sacré? C'est parce que c'est cette génération extraordinaire à laquelle je voue une admiration sans borne. Parce que bien souvent, je me suis demandé, si j'avais été jeune, moi, à l'époque, est-ce que j'aurais eu le courage, la moitié du courage, 10% du courage de ceux qui se sont levés contre le nazisme, levés contre l'envahisseur, pour défendre la République, pour défendre leur patrie. Est-ce que j'aurais eu le courage d'être ce jeune lycéen, Guy Moquet? Est-ce que j'aurais eu le courage, moi, de traverser? Personne ne peut répondre à cette question. Cette génération, mes chers amis, ils font l'honneur de la France. Si la France est un tellement grand pays, c'est parce qu'il y a eu cette génération-là. Et cette génération, elle a écrit avec son sang le préambule de 1946. Et dans le préambule de 1946, cette génération, elle a dit pour toutes les générations suivantes, la nôtre, celle de vos parents, celle de vos enfants, plus jamais on ne veut de racisme sur le territoire de la République française. Et avec son sang, cette génération a écrit « Nulle distinction de race sur le territoire de la République française ». Nous sommes les héritiers de ce texte-là. Nous sommes les héritiers de cette génération-là. Et le combat à mener, c'est le combat contre le racisme, pas le combat contre le préambule de 1946. Remarquez, un récidiviste, il avait dit « Ma première priorité sera d'inscrire le mot laïque dans la Constitution ». Manque de chance, il y est déjà. Remarquez, voilà une promesse qui ne lui coûtera rien à réaliser. C'est déjà fait. Mais là encore, la question n'est pas les mots, sont les réalités. Alors je vais lui dire une chose. La République française, elle est laïque. Ça veut dire que sur le territoire de la République française, on ne veut pas de la burqa. C'est ça, la laïcité. La République française, elle est laïque. Ça veut dire que sur le territoire de la République française, on ne veut pas dans nos piscines municipales des heures pour les femmes et des heures pour les hommes. La République française, elle est laïque. Cela veut dire que dans nos hôpitaux, les médecins sont les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Et dans la République française,
l'école est laïque, on veut les mêmes menus pour nos enfants à la cantine scolaire. Voilà la République laïque française. Je voudrais vous dire deux autres choses. Dans cette campagne, je souhaite que dans les 2 mois qui viennent, on ne vous vole pas vos débats. Je m'engagerai précisément. Et je contexte à quiconque le droit qui est le mien de parler des sujets qui préoccupent les Français. Oui, quelle politique d'immigration pour les 5 années qui viennent? C'est un vrai sujet. C'est une grande question. Et si les républicains que nous sommes n'en parlent pas, alors ce sont ceux qui n'ont que la haine et le rejet de l'autre qui en parleront. Et alors on affaiblit la République française. Je l'ai dit à mes amis centristes, chère Fabienne, comme je l'ai dit à mes amis de l'UMP ou d'ailleurs. La France est un pays d'ouverture. La France, entendez-moi bien mes chers compatriotes, est sans doute le pays le plus généreux et le plus ouvert du monde. La France est fière de cette tradition. La France n'a aucune leçon à recevoir d'aucun pays dans le monde. Mais la France dit 2 choses. Notre système d'intégration ne fonctionne plus parce qu'à force d'accueillir trop de gens, on n'arrive plus à intégrer ceux qu'on accueille. Dire cela, ce n'est manquer de respect à personne, c'est d'écrire une vérité. Pas assez de logements, pas assez d'écoles, pas assez d'emplois. Et puis la France dit une deuxième chose. Nos comptes sociaux sont en déficit. Je ne peux pas, en tant que président de la République, dire aux Français, vous devez faire des économies. On doit rétablir l'équilibre de nos comptes. Et en même temps, ne pas demander à ceux qui veulent nous rejoindre de faire eux aussi un effort, comme je le demande aux Français. Si nous ne maîtrisons pas les entrées sur notre territoire, nos comptes sociaux ne retrouveront pas l'équilibre. J'ai donc dit, dans les 5 années qui viennent, nous diviserons par 2 le nombre d'entrées sur le territoire. J'ai expliqué comment nous le ferions. J'ai dit, s'agissant du regroupement familial, c'est un droit. Mais expliquez-moi comment on peut accueillir sa famille si on n'a pas un logement décent pour la loger. Expliquez-moi comment on peut accueillir sa famille si on n'a pas un emploi pour la faire vivre. Et troisièmement, je souhaite qu'avant que la famille rejoigne la France, un examen soit passé pour savoir si on maîtrise le français et si on connaît les valeurs de la République française. Et je le dis pour qui? Je le dis aussi pour cette femme qui vient rejoindre son mari et qu'on laisse enfermer dans son appartement sans lui donner la chance d'apprendre à parler français, puis qu'on abandonne et qui se trouve perdue. C'est elle qui est défendue par la politique que je propose aux Français. J'ajoute que la règle doit être la même pour celui qui veut un visa parce qu'il se marie avec un Français. J'ajoute pour le RSA et pour le minimum vieillesse que je souhaite 10 ans de présence sur le territoire et 5 années de cotisation pour bénéficier des prestations en France. Alors peut-être un mot d'un sujet dont on parle si mal et sur lequel je veux m'engager. C'est celui de la santé et de la CMU. Je vous le dis comme je le pense, et peu m'importe d'être parfois minoritaire, parfois même dans ma propre famille, je dis ce que je pense parce que je crois ça juste. Sur le territoire de la République française, on soigne les malades quelle que soit la couleur de peau et quelle que soit leur nationalité. C'est notre grandeur. Et je ne céderai jamais sur ce principe-là. Jamais. Mais je le dis avec la même force. La carte vitale qu'on se repasse de l'un à l'autre, c'est fini. Je demande la carte vitale biométrique. Alors, j'ai vu le comble de la démagogie. J'ai vu le comble de la démagogie. Voilà qu'on nous propose
que dorénavant, quand il y a un étranger avec un mineur, on n'a plus le droit, on n'aurait plus le droit de mettre en rétention le mineur et cet étranger. Est-ce que ceux qui osent proposer cela ont compris une chose? Que les réseaux mafieux du monde entier vont maintenant envoyer le message à tous les malheureux qui veulent venir chez nous, venez avec vos enfants, comme ça ils ne pourront plus vous expulser. Voilà l'irresponsabilité d'une proposition de cette nature. J'ajoute que M. Hollande ignorait sans doute que les centres de rétention administrative prévus pour les familles ont été créés par Lionel Jospin avec Elisabeth Guigou et Daniel Vaillant. Dommage, on est rattrapé par ce que font ses propres amis, toujours. Mais on n'a pas le droit à la démagogie. Et je voudrais terminer par vous dire une chose, mais qui est liée. Je n'aime pas la façon dont on parle parfois de l'immigration. Je n'aime pas la façon mondaine dont on en parle, de ceux qui ne connaissent rien à cette question, qui ignorent tout des souffrances des immigrés et des Français, et qui viennent donner des leçons, surtout lorsqu'on habite à l'étranger, et qu'on vient expliquer que la France n'est pas assez généreuse. Mais je n'aime pas non plus la façon haineuse, parfois blessante, dont on parle certains extrémistes. Ça ne me plaît pas, parce que je sais que dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui aiment la France, et il y a beaucoup de gens qui croient dans la République française. Je veux être le président de ces Français-là aussi, parce qu'ils ont toute ma considération et toute leur place dans le projet politique qui est le mien. Et au fond, c'est la même chose pour l'Europe. Toute ma vie, j'ai été européen. Toute ma vie, j'ai défendu l'idéal européen. Et si Mme Merkel et moi, nous n'avions pas fait tout ce que nous avons fait, que resterait-il de l'Europe aujourd'hui? Mais c'est les Européens qui ont le devoir de refonder l'Europe. La France forte, mais dans une Europe forte. Si nous avons fait l'Europe, mes chers amis, c'est parce que nous voulons préserver le modèle de civilisation européen. Si nous avons fait l'Europe, c'est pour être protégés, pas pour être exposés. Si nous avons construit l'Europe, c'est pour être plus forts, pas pour être plus faibles. Eh bien, quand l'Europe n'est pas au rendez-vous, il faut refonder l'Europe. Sinon, on est parjure à l'idéal humaniste des fondateurs de l'idée européenne. Je vois qu'on me fait le reproche. Je vois qu'on me fait le reproche d'avoir prononcé un mot qui gêne. Qui gêne qui? Qui gêne eux? Le mot frontière. Frontière, ce n'est pas un gros mot. Si nous avons décidé d'abaisser nos frontières, c'est pour que l'Europe ait ses propres frontières. Si nous avons décidé d'exercer notre souveraineté ensemble, c'est parce que nous avions quelque chose à faire ensemble. Schengen ne fonctionne pas. Pas de pilotage politique. Je veux une présidence stable de Schengen, comme j'ai obtenu une présidence stable de l'Eurogroupe. Je veux que ce soit les politiques qui décident de la politique migratoire en Europe, pas les technocrates et même pas les tribunaux, parce que ce n'est pas eux qui ont la souveraineté nationale, populaire et démocratique pour décider de sujets de cette nature. Je veux qu'un pays qui soit défaillant dans l'application de Schengen puisse être sanctionné ou exclu, comme un pays qui ne respecterait pas ses déficits serait sanctionné ou serait exclu. Je veux qu'on pose la question de la frontière entre la Turquie et la Grèce, où sur 125 kilomètres, personne ne garde les frontières de l'Europe. Je veux clairement qu'on dise que nous devons converger nos politiques en matière migratoire, que les pays sûrs doivent être définis par l'ensemble des pays de Schengen et que les prestations servies aux étrangers qui rentrent dans l'espace Schengen soient les mêmes, quel que soit le pays dans lequel ils rentrent. Pourquoi? Pour éviter le dumping social entre les uns et entre les autres, parce que nous ne voulons pas
d'une immigration dont la seule volonté serait de profiter de prestations sociales. J'ai demandé pour les chefs d'entreprise la réciprocité. Depuis 1933, quand il y a de l'argent public aux États-Unis, les États-Unis exigent que les produits achetés par l'administration soient fabriqués sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Si le pays le plus libéral du monde peut faire cela, pourquoi l'Europe ne se doterait-elle pas, à l'image des États-Unis, du même système avec un Buy European Act? J'ai demandé pour les petites et moyennes entreprises qu'elles aient réservé un quota dans les marchés publics. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les grosses entreprises qui raflent le marché, qui proposent le prix le plus bas, et puis quand il n'y a plus de PME pour faire la concurrence, comme par hasard, les prix remontent. Nous ne voulons pas de ce système. Je crois en l'Europe. C'est sans doute la plus belle création qui ait été réalisée par les hommes au service de la paix, l'Europe. Mais je veux une Europe qui se défende, je veux une Europe qui se protège, je veux une Europe qui exige la réciprocité, je veux une Europe politique, pas une Europe passoire qui aurait oublié ses convictions, son humanisme et sa frontière. Et le jour, mes chers amis, où il n'y aura plus d'usines en France, il ne faudra pas pleurer parce que les ouvriers ne croient plus en l'Europe. Le jour où l'Europe aura laissé détruire son modèle social, il ne faudra plus s'étonner qu'il y ait des manifestations contre l'Europe. Je ne me satisfais pas d'une situation où à chaque fois qu'on interroge les Européens sur l'Europe, ils répondent non. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Europe n'est pas un sujet de colloque, l'Europe n'est pas un sujet intellectuel, l'Europe c'est un sujet de la vie de tous les jours. Voilà l'Europe que nous voulons, une Europe politique, une Europe qui protège, une Europe qui assume un idéal humaniste. Mes chers amis, je vais terminer en vous disant quelque chose de très sincère. Pendant 5 ans, j'ai donné à la France tout ce que je pouvais lui donner. Oh, je n'ai pas tout réussi. Mais je vous dis, du fond de mon cœur, j'ai fait tout ce qui était humainement possible. Tout ce qui était humainement possible. Je n'avais qu'une seule idée. Tenir. 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 Envers et contre tout pour que la France tienne. Parce que lorsqu'on est président de la République, il faut avoir du courage. Il faut avoir de la volonté. Il faut savoir dire non. Il faut savoir résister. Et parce qu'on résiste, le pays tient. Alors, dans ces 2 mois qui restent, la victoire, le résultat, il ne dépend pas de moi, il dépendra de vous. Comme jamais, comme jamais dans l'histoire politique de notre pays, jamais. Vous n'imaginez pas. Si le peuple de France décide que la majorité silencieuse refuse le diktat de la pensée unique, refuse les scénarios écrits à l'avance, refuse qu'on lui impose des idées dont elle ne veut pas, et si ce peuple de France, où qu'il se trouve, quel qu'il soit, dit maintenant ça suffit, c'est nous, en liberté, qui choisirons le prochain président de la République, alors je vous le dis, mes chers amis, oui, on va gagner. Vive la France et vive la République!